Les gars, j'ai bien de nœud. Hello, c'est Estelle et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des livres que j'ai préféré lire en 2023. J'ai repoussé cette vidéo début janvier parce que un des livres qui est là-dedans, je l'ai terminé le 31 décembre. J'ai ma nouvelle caméra et il faut savoir que... Voilà, vous comprenez le problème? On comprend le problème. J'ai fait un top 10 pour cette vidéo. Évidemment, j'ai réfléchi à la classification de pourquoi truc est devant truc est devant truc. On va vraiment de la lecture très cool avec laquelle j'ai passé un très bon moment jusqu'au coup de cœur intersidéral. Si jamais vous allez faire un tour sur mon Goodreads, tous ces livres n'ont pas forcément eu à 5 étoiles de ma part. Cette année, j'ai lu 42 livres. Nous avons donc un quart qui se trouve ici derrière. On a eu de la romance, du contemporain, de la fantaisie, du paranormal. Enfin bref, on s'en fout de ça. Passons au classement. En 10e position, mesdames et messieurs, accueillez s'il vous plaît le livre qui a sauvé mon automne, My Roommate is a Vampire de Jenna Levine. Cela peut paraître assez surprenant puisque ce livre est considéré comme une rom-com assez légère, pas très profonde, où on va pas très loin dans la psychologie des personnages et tout ça. C'était exactement ce que j'ai eu besoin de lire à cette époque-là de ma vie où j'avais besoin de réconfort. L'autrice, elle l'a pas écrit pour que ce soit forcément le livre préféré de quelqu'un, mais juste pour qu'on s'amuse, pour qu'on rigole, pour qu'on tourne les pages avec hâte et qu'on ressorte de cette expérience en étant soulagé, détendu et aussi rempli d'amour puisque ce livre est extrêmement cute. Ce sont des raisons suffisantes pour le placer dans ce top et je considère que c'est un petit peu le livre que tout le monde devrait lire quand vous êtes dans un bad mood, quand vous avez envie aussi de vous sortir d'une panne de lecture. C'est l'histoire de Cassie qui est un peu fauchée et qui cherche désespérément un appartement et sur le bon coin elle tombe sur une proposition à 200 € par mois dans une chambre, dans un appartement un peu de luxe et au début elle se dit mais what the fuck, c'est une arnaque, mais comme elle est vraiment désespérée, elle y va et elle tombe sur Frédéric, cet homme extrêmement vieux jeu qui s'habille un peu comme les marquis dans les années 1800, qui lui parle dans un anglais extrêmement soutenu. Au début elle se dit ok why not, le mec a son délire, c'est pas grave, je respecte. Elle s'installe chez lui, sauf qu'il a des règles un petit peu particulières, comme par exemple il ne faut pas le réveiller pendant la journée, il ne sort que la nuit, il faut pas aller dans certaines pièces de la maison. Elle finit par capter qu'en fait it's a vampire, comme le dit le titre, et à partir de là ils vont passer à un pacte. Elle va l'aider à s'adapter au monde moderne, lui apprendre tous les codes de la société, internet et tout ça. La plume est super fluide, tu t'attaches extrêmement à Cassie et surtout il n'y avait pas de drama non nécessaire. Vous savez, il n'y a pas la scène de Vampire Diaries où la meuf elle hurle non tu es un vampire. Le panique certes, mais elle reste assez lucide. C'est un petit peu je pense une réaction que le Gen Z pourrait avoir parce qu'on est tellement plus choqués de quoi que ce soit que si un mec dit que c'est un vampire on va dire ok alors... Qu'est-ce qu'on fait? Et après je retourne faire ma peinture parce que j'ai pas trop ton temps, tu comprends? La romance entre Cassie et Frédéric est extrêmement bienveillante, extrêmement douce. C'est dans ce genre de petite romance qui en soi ça paye pas de mine, qu'on a de la communication impeccable. Je dirais que la scène d'amour est plutôt new adulte parce qu'il y a pas mal de détails mais en soi il y en a qu'une et pour le reste du roman ça reste quand même très choupinou. Pour la 9e position les amis, on reste sur du contemporain et cette fois-ci on part sur du young adulte et je vais vous remettre une couche avec lui. Better Than the Movies de Lynn Painter. Mon genre de prédilection ça a été pendant très longtemps le contemporain young adulte puisque j'ai mes préférés de tous les temps qui rentrent dans cette catégorie, mais je l'avais un petit peu abandonné ces derniers temps parce que je trouvais que c'était moins bien fait, il y avait des représentations d'adolescents qui étaient pas hyper réalistes jusqu'à Better Than the Movies qui m'a prouvé en fait que non, le young adulte n'avait pas disparu, c'est juste que j'avais pas trouvé un livre qui me correspondait. Ensuite l'histoire de Liz, cette adolescente un petit peu incomprise puisque elle est passionnée de comédie romantique, c'est la meuf la plus romantique de la planète. Elle a vraiment des attentes très très hautes pour son amoureux, elle veut que ce soit le prince charmant et tout ça est un petit peu l'héritage de sa mère qui est décédée il y a quelques années, avec qui elle adorait justement regarder des films d'amour à l'eau de rose. Elle est un petit peu considérée comme la meuf nunuche, mais à ses yeux c'est plus une fierté qu'autre chose. Vous comprenez qu'on part déjà sur une histoire de deuil. Le truc c'est que Liz depuis toute petite elle a prévu sa romance parfaite avec ce mec qui s'appelle Michael, sauf que Michael il a changé de lycée mais il revient pour la dernière année. Elle veut absolument le conquérir et lui prouver que elle est la femme de sa vie, mais pour ça elle va avoir besoin de Wes. Wes qui est son voisin avec qui elle est pseudo ennemie mais c'est aussi un petit peu son ami puisqu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et ils n'ont jamais arrêté de s'envoyer des pics. Ils vont passer un petit accord afin que Wes puisse l'aider à reconquérir le cœur de Michael. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez exactement ce qui va se passer. On est sur un trope basique de je t'aide à te mettre en couple avec ce mec, mais en fait le problème c'est que moi je t'aime depuis le début putain, et du coup tu t'en rends compte au fur et à mesure et même si
si en soi c'est un trope assez bateau, je trouve qu'il a été divinement bien fait et surtout qu'il n'y a eu aucun drama pour rien et que c'était extrêmement représentatif de comment tu réagis quand t'as 17 ans. Ils ont des réactions qui sont un peu connes mais ils ont aussi une innocence et Liz elle m'a extrêmement touchée. Je suis moi-même une fille extrêmement romantique et toutes les réflexions qu'elle a pu se prendre dans la tête en mode non mais c'est bon, Prince Charmant il n'existe pas, et j'ai un peu envie de répondre à ces gens-là que si en fait, on va pas s'abaisser à une personne qui nous respecte pas, que non au contraire de garder nos attentes et de garder nos exigences, ça veut juste dire qu'on se respecte et qu'on sait ce qu'on mérite. Et surtout le Prince Charmant dans ce cas-là c'était tout simplement Wes, ce mec qui a grandi avec elle, ce mec qu'elle avait jamais vraiment vu de la bonne façon puisque pour elle c'était un peu le mec insupportable, tout le monde l'adore et elle en fait elle s'était jamais vraiment rendu compte d'à quel point c'est un mec en or. La fameuse scène où elle se dit ok en fait je me suis complètement trompée sur toute la ligne, elle est géniale et c'est tout ce que j'attendais. Je trouve que ça remet vraiment au goût du jour les romances young adultes avec des jeunes qui sont au lycée. Les dialogues sont extrêmement bons, les émotions des personnages sont extrêmement bien décrites et surtout bien plus que juste la romance à l'université. On parle de deuil comme je vous ai dit par rapport à la maman de Liz, on parle aussi énormément d'amitié. C'est une duologie, il y a le tome 2 qui va sortir cette année et j'ai très peur. En 8ème position les amis, on va continuer sur le contemporain. Oui je sais, j'adore le contemporain. Et là on va parler d'un livre qui m'a surpris. Je pensais pas du tout que j'allais le classer aussi haut, je pensais pas du tout que j'allais l'aimer et c'est surtout ce genre d'histoire qui a grow on me. Dès que j'y repense, je me dis putain c'était quand même giga bien. Imogen Obviously de Becky Alberta Lee. Ce livre c'est bien plus qu'un livre, c'est aussi un statement, une bataille, un combat et franchement j'adore en discuter avec les gens. Ça ouvre tellement au débat. On va suivre l'histoire d'Imogen qui est vraiment la parfaite hétéro ally. Ses deux meilleures copines sont queer, du coup elle s'est renseignée, elle a fait les prides aux côtés de ses meilleurs amis. Bref, elle est irréprochable, peut-être même au point qu'elle se met extrêmement la pression pour vraiment rester dans son rôle. Comment ça se fait qu'elle soit aussi bien éduquée? C'est parce que Gretchen, sa meilleure amie, est bi et vraiment elle en a fait sa mission numéro 1 de rendre Gretchen la plus non problématique possible. Et de l'autre côté nous avons Lily qui est la meilleure amie d'enfance de Imogen et le truc c'est que Lily et Gretchen elles ne s'entendent pas du tout. C'est un peu normal, quand t'essayes de faire la compétition pour la place de meilleure amie, c'est pas oufissime. Ce qui va se passer dans cette histoire c'est que Imogen va rendre visite à Lily sur son campus d'université et elle va y passer le week-end. Elle va rencontrer toute la bande d'amis queer de Lily et ce week-end va être la source d'énormément de questionnements par rapport à Imogen, notamment parce qu'elle va rencontrer cette fille qui s'appelle Tessa. Ce livre se lit comme un huis clos. Tu as un zoom sur 2 week-ends avec la soirée mais vraiment à la minute près. On a tout ce qui se passe, toutes les scènes, toutes les discussions et ça rend le truc un peu une ambiance avec beaucoup de tension parce que tu sens qu'il va se passer un truc mais tu comprends pas trop quoi. Quand tu commences ce livre, ça a l'air très doux, très mignon. Tu te rends compte au fur et à mesure que tu sombres dans quelque chose d'extrêmement douloureux et d'extrêmement psychologique et de bien plus compliqué que simplement notre petite Imogen. Qu'est-ce qui se passe? Lily et Pan, le truc c'est que elle n'a jamais daté une meuf, du coup elle se sent pas très légitime dans son identité de Pan et quand elle est arrivée dans ce gros d'amis qui étaient tous très queer et qui s'affirmaient tous énormément, elle avait un petit peu peur qu'ils ne l'acceptent pas. Du coup elle a mytho que sa première meuf c'était justement Imogen. Sauf que quand Imogen vient visiter, Lily lui dit alors par contre juste je leur ai fait croire ça, donc il faut que pendant tout le week-end tu leur fasses croire que tu m'as bel et bien daté et que tu es bel et bien queer toi aussi. Imogen ça la met mal à l'aise parce qu'elle se dit putain mais j'aime pas faire ça, c'est du queerbaiting, si Gretchen le savait elle me défoncerait, mais en même temps c'est une people pleaser de compétition. Et franchement les gars, je pense que jamais dans ma vie j'ai lu un livre qui parle de people pleasing aussi bien fait que celui-là. Et Imogen elle a dit oui à tout, elle a prétendu de A à Z et même si à l'intérieur d'elle-même elle hurlait parce qu'elle avait l'impression qu'elle se mentait, et ben c'est peut-être pas si faux puisque la petite Tessa qui est extrêmement accueillante et qui discute super bien avec elle et avec qui elle se sent bien, et ben il y a peut-être quelque chose entre ces deux-là, sauf que non, Imogen ça a toujours été la meuf hétéro depuis le début. Ce mensonge est juste en train de lui monter à la tête et tout ça va finir par exploser lors d'une discussion qui dure à peu près 4 chapitres où Gretchen se pointe justement à l'université. On arrive vraiment au paroxysme du livre. Ce livre gagne le award de la discussion la plus éprouvante. Même moi quand je lisais,
j'étais pas bien et on se fasse complètement absorber par cette angoisse. Et comme je vous ai dit, ça ouvre énormément le débat sur la question du queerbaiting, sur la question du coming out. Est-ce qu'il faut faire ou pas son coming out en public, pas en public, avant d'être en couple, après être en couple, est-ce que c'est plus légitime à un moment donné ou non? Becky, elle a pris une position qui est sa propre position puisqu'elle est elle-même bi et elle a vécu la même chose que l'acteur de Heartstopper là, c'est-à-dire qu'elle a eu son coming out forcé sur les réseaux sociaux à cause de pas mal de harcèlement et justement ce livre parle de cet aspect-là de sa vie et on sent que c'est personnel, on sent que elle l'a fait avec son point de vue des choses. Donc franchement, je vous le conseille énormément si jamais vous aimez tous ces débats-là parce qu'il y a quand même une certaine nuance, notamment par rapport au personnage de Gretchen. Elle a un monologue qui est mais... moi, il m'a brisé le cœur. Le seul petit point noir, c'est que comme il y a beaucoup de personnages et qu'on parle d'énormément de choses, il faut s'accrocher au début de l'histoire. Les premiers 30% sont un peu confus. En numéro 7, les amis, je suis très heureuse de vous parler de ce fameux livre que j'ai terminé le 31 décembre après-midi. Checkmate de Ali Hazelwood. Alors techniquement c'est check and mate, mais je peux pas m'empêcher de juste dire checkmate. I can lose. Je voulais terminer certains livres avant la fin de 2023. Celui-là en faisait partie et je suis tellement heureuse. Quel kiff, quelle aventure! Et je suis même surprise de cette position aussi haute dans ce classement-là. C'est représentatif de mon état lors de la lecture. J'ai lu ce livre quasiment en une seule fois. J'étais dans mon lit comme ça. Il a vraiment clôturé en beauté 2023, donc je pense qu'il mérite amplement sa place ici. On va suivre l'histoire de Mallory, qui a été une grande championne d'échecs dans sa jeunesse. Sauf qu'à ses 14 ans, ses parents se séparent et son père décède. C'est son père qui lui avait transmis sa passion pour les échecs, notamment lui était un champion et du coup elle a décidé d'arrêter de jouer puisqu'elle était certaine que c'était à cause de ça que sa famille s'était déchirée. Le truc c'est que sa mère est tombée malade et elle a dû récupérer toutes les responsabilités de l'argent, de la maison, des courses, des petites sœurs. Elle a notamment sacrifié ses études et elle s'est retrouvée à être la maman bis en fait de ses sœurs jusqu'à ses 18 ans où pour faire plaisir à sa meilleure amie, elle l'accompagne à une compétition d'échecs alors qu'à la base elle ne voulait vraiment pas y aller. Guess what? Elle se retrouve à gagner jusqu'à arriver en finale contre Nolan. Nolan qui est le #1 mondial qui était venu histoire de faire un peu de la charité. Et là, grande surprise, Mallory bat Nolan. Tout ça est filmé, ça finit sur TikTok, ça prend une ampleur énorme. Mallory ne veut surtout pas se remettre dans les échecs, mais là c'est indéniable, elle a un énorme talent. Notamment, il y a une meuf qui est responsable d'une agence pour entraîner des joueurs pro d'échecs qui la recrute. Si à la base elle ne veut pas y aller puisque elle a vraiment dit non, je ne veux pas faire d'échecs, putain de merde, elle est quand même pas mal attirée par le salaire et elle se dit que ça peut être pas mal pour sa famille. Du coup elle y va à contre-cœur et puis au fur et à mesure elle commence à se reconnecter à sa passion. C'est une histoire qui a vraiment pas mal de facettes et j'ai été extrêmement surprise par sa profondeur. Considérez que Ali, elle a pas tendance à faire des choses aussi lourdes dans ses romances new adult. Franchement je ne la connaissais pas aussi prise de tête, mais c'était magistral. Et franchement Ali, si jamais la qualité de tes prochains livres sont de cette même qualité que celui-là, j'achète direct. À mes yeux, c'est le meilleur travail de Ali Hazelwood et je sais que je ne suis pas la seule à penser ça. J'ai adoré Checkmate. J'ai trouvé que tout y était en fait. On avait l'intrigue familiale qui était bien construite, qui était lourde, qui nous permettait de comprendre Mallory et de comprendre pourquoi en fait elle n'arrive pas à se donner à 100% dans les échecs. Et surtout, elle a ce syndrome en fait de la grande sœur où elle a eu beaucoup trop de responsabilités très jeune. Et on a aussi en fait tout le lien de l'échec. Quand elle y retouche, c'est magique parce qu'elle est extrêmement talentueuse et j'aime aussi énormément à quel point on travaille cette dualité entre talent et travail. Et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo écriture. Il y a Oz qui est un autre élève de l'agence où a été récupérée Mallory. Je l'adore les gars, je veux un spin-off sur Oz s'il vous plaît. À un moment donné il lui dit on n'a pas tous la chance d'être nés avec un putain de cerveau qui sait toujours quoi faire aux échecs. Certains d'entre nous doivent travailler nuit et jour, ok? C'était pas non plus sous-estimer la quantité de travail qu'il fallait faire, notamment Mallory. Tous les jours elle faisait de l'analyse d'échecs, de parties de gens. Je sais à peine y jouer, je n'ai pas regardé le jeu de la dame, mais j'ai quand même été extrêmement divertie. Ça se mélange en fait avec la personnalité de Mallory à travers ses souvenirs et aussi sa relation avec Nolan, le fameux #1. Je l'ai adoré. J'ai pas encore de mots pour décrire exactement c'est quoi sa personnalité. C'est un peu une force tranquille ce mec, tout en étant un passionné. Il parle pas énormément, il a pas fait d'énormes tirades, sauf vers la fin, et chaque phrase qu'il disait était tellement pointue. Il a toujours été très honnête. Il se prend un petit peu d'obsession pour elle puisque en 15 ans personne ne l'a battu. Oh my god,
et je dois en savoir plus. Et du coup, il ne fait que de venir la voir pour lui dire s'il te plaît, on joue aux échecs ensemble. La love language. Vous savez, on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'ils rejouent aux échecs ensemble. Ali, je savais qu'elle était forte en ce qui concerne le rythme et l'intrigue, mais elle l'a vraiment excellé dans celui-là. Pas une seule fois je me suis désintéressée, pas une seule fois j'ai sauté un paragraphe. Tout était vraiment là où il devait être, tout arrivait en temps et en heure. J'ai vu pas mal de gens sur Goodreads dire que ce personnage était insupportable, mais moi j'ai pas trouvé. Je trouvais qu'elle était très réaliste, elle était là avec ses traumas, avec ses peurs, avec ses croyances limitantes. La dynamique entre Nolan et Mallory, je ne l'avais jamais vue. On est un peu sur un grumpy, mais un grumpy expressif et un grumpy qui parle pas beaucoup, et en même temps on a de la rep les gars, puisque Mallory elle est bi et Nolan il est demisexuel, genre waouh. Est-ce que les amis vous êtes prêts pour un autre contemporain? Je vous promets que je fais pas exprès. De base je n'ai pas trop cette autrice, mais celui-là il a vraiment résonné fort en moi. Happy Place de Emily Henry. Là je sais que je passe pour une basic bitch parce que ce livre doit être dans les préférés de plein de gens cette année. On suit l'histoire de Harriet et Wayne qui ont toujours été le couple parfait. Ils se sont rencontrés quand ils étaient à l'université et petit à petit on a vu leur relation évoluer jusqu'à être le couple le plus sain et le plus solide de toute leur bande de potes. Chaque année ils partent au bord de la mer dans la maison de vacances de Sabrina qui fait partie de leur bande de potes et c'est le meilleur endroit du monde et c'est notamment ce qu'ils appellent leur Happy Place. Mais cette année les choses ne vont pas se passer comme prévu puisque de 1 c'est la dernière fois qu'ils vont dans cette maison puisque Sabrina va devoir la vendre. C'est leur dernière chance pour faire leur parfaite vacances. Mais de plus Harriet et Wayne ont cassé leur fiançailles. Ils ne sont plus ensemble mais ils ne l'ont pas dit à leur groupe d'amis puisqu'ils ne veulent pas casser toute cette bande et ils vont être contraints de venir à la maison et de faire semblant qu'ils sont toujours ensemble. On a une alternance de passé-présent. Dans le passé tu vois tout le moment où ils se rencontrent, où ils se mettent ensemble. Ils commencent à avoir des difficultés par rapport à leur travail, par rapport à leur couple jusqu'au moment où ils décident de se séparer. Et puis après tu as le présent où on les revoit alors qu'ils se sont séparés il y a 3 mois. En soi les 50 premiers pourcents sont passables mais le livre te révèle tout son message et tout son but dans les 30 derniers pourcents et c'est pas la première fois que je vois un livre avec ce rythme qui en soi est très risqué parce que attendre les 70% pour ce qui se passe en fin des choses, t'as le groupe d'amis, t'as la plage, t'as cette espèce de rivalité puisque tous les deux doivent faire semblant qu'ils sont ensemble donc tu ressens leur haine mais tu ressens aussi qu'il y a toujours de l'attirance entre eux et tu ne sais pas pourquoi ils se sont séparés. T'attends d'avoir les réponses de l'alternance de chapitres avec ceux du passé et tu as des réponses que très tard. Et personnellement j'ai eu très peur, je pensais que j'allais pas du tout trouver dans ce livre ce que je pensais y trouver, à savoir la description d'un couple qui se brise complètement alors qu'ils étaient ensemble depuis très longtemps. Et puis là, les 30 derniers pourcents te cassent la tête. C'est le genre de livre que j'ai noté peut-être que 4 étoiles, mais l'impact que ça m'a fait en vaut tellement plus et c'est pour ça qu'il est si haut dans ce classement. C'est le genre de livre qui n'est pas parfait, qui est pas super bien construit, mais il a suffi de quelques phrases pour répondre à un truc en moi et pour mettre des mots sur quelque chose que j'attendais en fait tout simplement et je les ai eu clairement soit on get it, soit on don't get it. Ce livre c'est un petit peu comme si tu faisais un TED Talk sur à quel point l'amour parfois n'est pas suffisant. Il y a vachement des trucs qui tournent de non mais s'il le voulait il le ferait, non mais la longue distance, il y a que ceux qui s'aiment pas vraiment pour qui ça marche pas, de espèces de grands proverbes là qui sont assez détruits par ce livre et qui prouvent que on n'est pas des surhommes. Ta famille peut te mettre des obstacles et des bâtons dans les roues, ta santé mentale peut aussi être un obstacle à ton couple, tes amis peuvent aussi être un obstacle à ton couple et tellement d'autres choses. Et on a surtout 2 réactions extrêmement différentes et c'est ça qui était mais presque jouissif à lire tellement c'était horrible. N'hésitez pas à aller voir mon vlog dans lequel je le lis parce que je rentre en détail sur tout. Et on a tellement les gars, ça parle de choisir son mec par rapport à sa carrière, ça parle de faire ses études et de choisir son métier en fonction de ses parents, ça parle d'être l'amie qui est toujours celle qui propose des choses et qui organise des choses et que les autres n'en ont rien à foutre et te prennent pour une control freak insupportable. On est sur quelque chose qui en soi se veut plutôt adulte mais c'est pas hyper décrit. On a quelques scènes assez sensuelles mais pas non plus du new adulte. Pour moi ce livre c'est un contemporain, c'est pas une romance. Et je vais aller voir ses prochains travaux pour voir si c'est aussi bien. Est-ce qu'on n'arriverait pas dans le top 5? Si! En numéro 5, les amis, on a mon premier coup de cœur de 2023. On a une grande star, un livre très connu, The Ballad of Never After de Stephanie Garber, le tome 2 de Once Upon a Broken Heart. C'est une trilogie de fantastique young adulte où on va suivre l'histoire de Evangeline qui est une grande romantique et qui cherche à tout prix son soulmate, sauf que celui qu'elle pensait être son soulmate se marie avec sa sœur. Elle a le cœur brisé et elle fait un pacte avec le prince des cœurs, c'est Jax. C'est un mec qui est extrêmement cruel, très manipulateur
manipulateur et qui surtout voit en Evangeline la solution à un plan qu'il a en tête depuis un long moment. Il va stopper le mariage de ce fameux mec et de sa sœur et en retour, Evangeline aura une dette envers lui et il compte bien l'utiliser. Tout ça dans un univers très féerique, très à la Tim Burton, avec de la magie, des créatures, des potions, des grimoires, très coloré, très vivant, c'est extrêmement original. Si le tome 1 était assez introductif, seulement sur la fin tu captais vraiment c'était quoi les vibes de Once Upon a Broken Heart, parce qu'il y a des vibes qui sont présentes que dans cette histoire. Dans le tome 2, les vibes explosent et là, mais tu te fais emporter dans un enchaînement de péripéties tout autant surprenantes que stressantes et ça n'en finit pas. Tu enchaînes, ton cœur il s'arrête, il reprend, tu stresses, t'es heureuse, t'as peur, t'es excitée, t'es contente, t'es pas contente. Il te mène par le bout du nez et t'as l'impression que tu es toi-même Evangeline qui se fait mais traîner partout par Jax et tu te rends compte aussi que la relation entre Jax et Evangeline elle est beaucoup plus nuancée que ça et que le petit Jax en fait il a aussi le cœur brisé. C'est une histoire qui parle avant tout de ce que c'est d'avoir une âme sœur et est-ce qu'on n'a qu'une seule âme sœur? Est-ce que l'âme sœur elle est produite par le destin? Est-ce que tu peux créer toi-même ton âme sœur? Et la force de ce tome 2 c'est notamment sa fin qui a détruit je pense tous les lecteurs et qui malheureusement n'a pas été extrêmement bien géré dans le tome 3 mais ce tome 2 reste magistral parce que je me souviens du moment où j'ai lu ce livre et c'était juste sensationnel en fait. Tu tapes des mains, tu tapes des pieds, tu fais des petits bruits dans ton lit. Evangeline qui est d'ailleurs un personnage principal très beau que j'ai rarement vu mis à l'honneur dans des livres, c'est une fille qui est très douce, c'est pas une fille qui va se battre, c'est pas la meuf badass qui est là, qui tue des gens, qui est trop forte et tout, pas du tout, non, complètement helpless, genre elle ne sait rien faire, la seule chose qu'elle a c'est énormément d'empathie et un énorme cœur et on monte ça au rang de force et c'est ça moi que j'ai aimé. Elle a donné des secondes chances et des troisièmes chances et des quatrièmes chances, elle a jamais abandonné et franchement c'est extrêmement beau. C'est un conte de fées qui serait pour les adultes et qui serait surtout un peu plus dark. Les vibes de Once Upon a Broken Heart, c'est indescriptible et il y a que ceux qui l'ont lu qui peuvent comprendre mais tu ne le retrouves nulle part ailleurs. Tout est possible dans cet univers. Donc voilà, je suis très heureuse de vous présenter ce livre même si le tome 3 était nul. Even though it hurts. En quatrième position les amis, on repart sur un contemporain, une romance adulte et vous savez qui c'est puisque ça a aussi été mon préféré durant une grosse partie de l'année. J'appelle The Roughest Draft de notre couple préféré, Austin Sigmund Broca et Emily Wimberly. J'ai appris pas longtemps qu'en fait c'était un couple d'auteuristes et franchement ça fait tellement de sens par rapport à l'histoire de ce livre. On va suivre justement l'histoire de Katrina et de Nathan qui sont tous les deux des auteurs qui ont écrit un livre ensemble il y a quelques années lors d'une retraite d'écriture qu'ils ont fait tous les deux dans une maison en Floride et ce livre a cartonné. Sauf que juste après la sortie ils ne se parlent plus, ils n'ont pas voulu faire d'interview ensemble, ils n'ont pas écrit d'autres livres ensemble et là toutes les hypothèses ont fusé. Est-ce qu'ils étaient amoureux mais en fait ils se sont séparés? Est-ce que Nathan il a trompé sa femme avec Katrina? Katrina ça l'a dégoûté de l'écriture, elle a complètement arrêté après ça et 4 ans plus tard alors que c'est vachement la merde pour eux financièrement parlant, leur agent décide de les remettre en contact et de les supplier de réécrire un livre qui serait leur prochaine masterclass. Si au début Katrina et Nathan sont pas très chauds, ils finissent par accepter et là on s'embarque dans une romance alternance passé-présent avec le point de vue de Nathan et Katrina où on voit le moment où ils ont écrit leur premier roman dans la maison en Floride mis en parallèle avec ce dernier roman qu'ils écrivent ensemble dans la même maison et au fur et à mesure tu comprends ce qui s'est passé, tu comprends pourquoi ils ont décidé d'arrêter de se parler et leur relation actuelle fait beaucoup plus de sens. Ce schéma là de second chance avec une alternance de passé-présent on la connaît mais j'ai enfin trouvé un livre qui l'exécutait de la manière dont je le voulais. Il y a énormément de livres qui parlent d'écriture, qui parlent d'auteurs et qui essayent d'expliquer ce que c'est que les écrire, ce que c'est que la pression de l'édition, les relations avec la presse, avec tes éditeurs. Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé un livre qui décrivait ma façon de voir l'écriture. C'était sensationnel, j'ai beaucoup pleuré, j'ai hurlé quasiment à toutes les phrases tellement je relate et surtout j'ai eu les yeux écarquillés à quel point la plume était sensationnelle. Ces deux-là, c'est vraiment mon papa et ma maman, je veux écrire comme eux quand je serai grande. C'est élégant, c'est poétique, c'est travaillé, c'est précis, il n'y a pas un mot qui est placé au hasard, toutes les phrases sont réfléchies, toutes les phrases sont belles. Nathan écrit sur sa vie, Nathan puise dans ses propres émotions, il ne fait même plus en fait la séparation entre la fiction et la réalité, notamment dans toutes leurs discussions en fait, il pouvait pas s'empêcher de romantiser tout ça alors qu'en fait c'est la vraie vie et ça les gars, moi ça m'a...
savez que je suis aussi le genre d'autrice qui puise énormément en elle quand elle écrit et qui a tendance aussi à ne plus trop faire la séparation entre la fiction et le présent à force de les mélanger tout le temps. Et Nathan, de l'autre côté, Katrina, on va beaucoup plus s'intéresser à sa relation avec son éditeur qui est devenu en fait son mari, mais qui l'exploite complètement parce qu'il est prêt à tout pour qu'elle écrive un nouveau livre. C'est pas sexy, c'est sensuel, élégant, c'est chaud, tu es dans l'été, sur le sable, à la mer, ils sont là, ils écrivent, ils se touchent les mains alors qu'ils écrivent sur le même clavier, t'as leur souffle dans leur cou, ils écrivent des scènes d'amour ensemble, ça ne les laisse pas indifférents. La seule manière dont ils trouvent de se parler et de régler leur compte, c'est à travers le livre. Du coup les paragraphes qu'ils vont s'écrire, ils se sont destinés à l'un l'autre. Enfin, j'ai adoré cette histoire. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un petit peu le beach read 2.0. Nous arrivons au top 3. En numéro 3, je vais parler de La Star Internationale de Bookstad de 2023. Quand un livre est génial, le livre est génial en fait. Il faut pas chercher par 4 chemins. I am again a basic bitch because I love Devin Rival de Rebecca Ross. Encore une fois, quel kiff, quelle intrigue, quel rebondissement, quel world building, quel personnage, quel tout. Ce livre est parfait et je pense que c'est pour ça qu'il est autant acclamé. Tout est géré, tout est bien réfléchi et en plus de ça, je pense qu'il a fait écho à pas mal de gens par rapport à l'actualité, tout ce qu'on a vécu en 2023 par rapport à la guerre. Tu ne peux pas être indifférente quand tu termines ce livre. On est dans une fantasy young adulte les amis. Dans ce monde-là, ce sont les dieux qui règnent. Une guerre a explosé parce que 2 d'entre eux s'opposent depuis des années et ils utilisent les humains pour se battre dans leurs intérêts et on va suivre 2 journalistes de guerre. On a Iris et Roman. Iris, elle est passionnée par l'écriture, la guerre ça lui tient vraiment à cœur puisque son frère est engagé comme soldat. Elle vient d'une famille extrêmement modeste et sa mère est alcoolique donc la vie est assez compliquée pour elle. Et de l'autre côté on a Roman, il est très riche et dans une famille d'aristocrates et lui c'est un petit peu le fils parfait et ils sont tous les 2 rivaux. Un d'entre eux va être choisi pour être columniste, donc pour avoir la plus grosse page dans leur journal. La force de ce livre, c'est justement à quel point tu es surpris par l'endroit où il t'amène. Tu commences dans un cadre Dark Academia, t'es là, ils sont sur leur machine à écrire. Petit à petit, t'entres dans quelque chose de beaucoup plus magique. Tu rencontres la guerre et t'as vraiment plusieurs ambiances. Et les personnages passent vraiment par plein d'étapes et leur relation évolue en même temps que l'intrigue. Et c'est pas le genre d'histoire où la romance prend le pas. Franchement, elle est bien au second plan. Il va notamment avoir un échange de lettres entre notre Iris et notre Roman puisqu'ils ont tous les 2 des machines à écrire magiques. Le truc c'est que Iris ne sait pas que c'est à Roman qu'elle parle et Roman lui il a bien compris depuis longtemps que c'est Iris. Ce livre est hyper complet, ce livre t'attrape la gorge par son aspect politique, par son aspect aussi écriture et journalisme, par aussi son aspect romance et relation. Et ce n'était qu'un tome 1 et on a tous hâte du tome 2. Un mot pour décrire ce livre je dirais c'est vraiment rebondissement. À chaque quart du livre il se passe un espèce d'autre élément déclencheur qui t'emmène dans une autre direction. Les gens ne mentent pas quand ils disent que ce livre est sensationnel, it's the truth. Alright. En numéro 2 les amis, on va parler d'une fantaisie encore une fois, une fantaisie young adulte. Et j'ai eu la chance de pouvoir documenter tout ça dans mon dernier vlog, Dark. J'ai pas assez crié dans cette vidéo de préférée de fin d'année je trouve, je n'ai pas assez secoué mes livres. Dark Race, je crois que s'était hissé à la 2e ou à la 1re place du classement et là il est encore là les gars. La régularité de cette meuf, son talent ne faiblit pas, elle continue de s'améliorer d'année en année, de livre en livre. Je suis impressionnée d'à quel point cette meuf arrive à te faire ressentir des trucs toujours aussi forts alors que ce ne sont que 2 personnages qui se parlent dans une tente mais pour toi c'est genre the scène la plus importante de ta vie. On continue de suivre les histoires de Will et de James dans leur Londres victorien alors qu'ils se battent contre ce pouvoir maléfique qui est en train de ressurgir alors que leurs ancêtres avaient passé autant de temps à le détruire. Le Dark King est en train de se réveiller et qui d'autre que Will, un adolescent de 18 ans, pour arrêter cette force maléfique. On avait terminé le tome 1 sur un plot twist plutôt brainwashing mais moi j'avais pas compris la fin. T'es pas perdu quand tu reprends ce tome 2, tu reprends là où le tome 1 s'est arrêté. Si le tome 1 avait été une introduction déjà plutôt swag, ce tome 2 était une explosion sensationnelle. Je les aime tellement que je les prends au second degré. J'ai envie de faire des mèmes de ce livre. Ici on a vraiment plus l'accent sur le côté fantasy où on va aller profondément dans comment ça s'est passé lors du premier Dark King. On a des flashbacks, on a aussi pas mal l'exploitation du monde puisqu'on n'en avait pas vu
évolue énormément dans le tome 1, on se balade beaucoup plus, on va parler de la magie beaucoup plus les gars, et il y a encore plus de mensonges, encore plus de trahison, encore plus de gens qui jouent un double jeu et qui ne sont pas ceux qu'ils sont censés être. Allez go! Si vous avez vu mon vlog de lecture de la semaine dernière, vous savez à quel point j'ai été obsédée par cette histoire. Le tome 2 est encore mieux que le tome 1, et si jamais vous êtes là pour la romance, sachez que cette saga n'est pas orientée romance comme Capri. Celle-là, elle est beaucoup plus orientée fantasy. Entre Will et James, les choses avancent petit à petit. Venez surtout pour avoir des personnages qui sont remplis de doutes, sont tiraillés entre le bien et le mal, entre sauver leur peuple ou se sauver soi-même. Tu m'as régalé, je t'aime. Il a un charisme ce mec. Je pense que je m'en bats. Si Aspacat, elle sait écrire des personnages avec du charisme. Quand il entre dans une pièce, tout le monde s'incline, je pense. Notamment, j'aimerais que vous vous incliniez tous pour le numéro 1, mon livre préféré de 2023. Il n'a pas changé ma vie, mais il est arrivé à un moment où j'en avais le plus besoin et il m'a éclairé sur pas mal de choses. The Dead Romantics de Ashley Poston. J'ai découvert cette autrice alors que je faisais un petit vlog où je lisais des livres d'Halloween et putain, ce que je me suis pris dans la tête les gars, j'ai pleuré 4 fois, mais des sanglots. Tant j'ai été subjuguée par les messages, par la plume, par la justesse de tout ce qui est raconté là-dedans. Les gens décrivent ça comme une rom-com. Non mais vous êtes fous, ce n'est pas une rom-com. C'est un contemporain adulte qui parle de deuil les amis, donc vraiment ne vous lancez pas là-dedans si vous voulez une petite romance mignonne. C'est certes très doux et ça fait du bien à lire, mais ce n'est pas mignon. Florence, c'est une fille qui a plein de casquettes. C'est une autrice ghostwriter, donc ça veut dire qu'elle écrit des livres sans que ça sache pour une autre autrice très connue. En même temps, c'est une meuf qui croit plus en l'amour puisqu'elle s'est fait larguer de manière complètement mais dégueulasse par son ex, qui est notamment parti en lui brisant le cœur, mais aussi en lui piquant l'idée du plus grand livre qu'elle a toujours rêvé d'écrire. C'est la fille aînée d'une famille qui est un petit peu la famille Adams puisque ses parents détiennent des pompes funèbres, donc la mort a toujours été un sujet pas du tout tabou. Ils en parlaient très ouvertement. Les petites filles, c'est elles qui étaient là pour faire le maquillage sur les cadavres. Ils ont toujours vu la mort comme quelque chose qui faisait partie de la vie. Notamment Florence a la capacité de voir les fantômes, un don qu'elle a hérité de son père. Toutes ces casquettes là de Florence vont se retrouver complètement mélangées lorsque elle va être rappelée dans sa famille parce que son père est décédé. Une histoire extrêmement touchante. Eux qui étaient une famille si ouverte par rapport à la mort, qui n'en avaient pas peur, qui au contraire célébraient ça, se retrouvent chouques quand ça leur arrive à eux. En même temps, ils veulent honorer la mémoire de son père et garder ça très joyeux comme ils l'ont toujours fait, mais de l'autre côté, ça reste leur père. Florence, elle va voir un fantôme durant tout son séjour chez ses parents, son éditeur, et il va devenir son plus grand confident, son plus grand ami alors qu'elle va traverser toutes ces épreuves, et aussi un petit peu son petit amoureux, même si c'est un peu un fantôme, donc je peux pas tomber amoureuse d'un fantôme, ou peut-être que tu peux, je ne sais pas. Ce livre possède en même temps des tas de scènes de romance un peu iconiques, très douces, très drôles, aussi un petit peu sexy, et qui te donne tous les feels de romance que t'aimes beaucoup. Mais en même temps, c'est un livre qui est extrêmement touchant par rapport à son côté deuil et son côté familial. En même temps, ça parle d'écriture, les gars. Ça parle de passion, ça parle de renouer avec son écriture, et ça parle aussi de trouver sa voix. Florence, elle a jamais vraiment été sur le devant de la scène, et il y avait aussi ce livre qu'elle voulait écrire sur sa famille et qu'au final, elle n'a jamais fait. Sa sœur dit à Florence, un jour, elle écrira avec justesse le livre de leur famille. Et pour revenir à ce que je disais pour The Roughest Draft, je suis la première à écrire des livres sur ma vie, et donc forcément que Florence elle ait aussi ce rapport là à l'écriture, ça m'a touchée. S'il y a une écriture qui est aussi très poétique, très Phoebe Bridgers, très folklore et Evermore. Et voilà les amis, c'est fini. J'espère que ce top vous a plu les amis, j'espère surtout que vous aviez deviné qui était mon numéro 1. N'hésitez pas à me dire quel est vous, votre livre préféré dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.